Pour finir cette journée, on a le plaisir d'aborder un sujet avec notamment le groupe Pierre Fabre, groupe multimarque, et de voir comment justement ils peuvent accélérer le time to market, accélérer en termes de contenu. Je vais laisser surtout la parole à Jérôme Oudry, Chief Revenue Officer de DataWords, accompagné de Florian Jeuset de Pierre Fabre. Bonjour à tous, Jérôme Oudry. Florian Jeuset, bonjour. Et on va vous présenter un cas qui nous tient à cœur, qui est comment on a repensé une partie de la content supply chain pour Pierre Fabre. Alors, pour commencer, une intro rapide sur DataWords, et comme on est sur du contenu, on va regarder une petite vidéo ensemble. Cultures. Identities, singularities. At DataWords, we believe in the beauty of nuances. Each person deserves unique attention. It is in this richness of singularities that the strength of humanity lies. And we all have a responsibility to take care of it. At DataWords, we help brands honor these nuances. It is our commitment. It is our expertise. Vous le valez bien. Michelin, Motion for Life. Carrefour, alimente o seu melhor. If brands' communication resonate around the world, it's also thanks to us. Every day, our talents in 25 countries orchestrate emotional intelligence and artificial intelligence to create, deploy, and manage an infinite variety of content on all touchpoints. Content that authentically resonates in more than 160 cultures. Because a brand that celebrates singularities doesn't just address the world, it inspires it, it makes it better. And you? DataWords. Donc nous croyons en la beauté des nuances et ça nous a donné la mission de connecter les marques au monde. C'est la mission de DataWords sur 3 piliers, la création, le déploiement et le management de contenus internationaux. Pour ça, on orchestre l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle. Et ça m'amène à une première question pour vous. Qui, ici, a une stratégie IA pour le contenu ou est en train de la construire? Pas mal de monde. Je ne vous vois pas toujours avec la lumière, mais est-ce que cette stratégie fonctionne? Un peu moins de mains levées. On va essayer de vous donner quelques clés parce qu'on a quelques briques forcément. Et je vais déjà donner la main à Florian pour nous présenter un peu qui est Pierre Fabre et quels étaient ses enjeux. Avec plaisir, merci Jérôme. Je suis ravi de partager cette scène avec toi pour vous détailler un petit peu le modèle de production de contenu qu'on a pu imaginer, dessiner et construire ensemble. Donc je suis Content Activation Lead chez Pierre Fabre. Et le rôle de mon équipe est de produire l'ensemble du contenu digital qui va soutenir les prises de parole de chacune de nos marques sur chacun de nos marchés, sur l'ensemble des touchpoints. Donc ça fait beaucoup de marques, beaucoup de contenu à l'arrivée. Et en parlant de nos marques, vous les connaissez sûrement mieux que les laboratoires Pierre Fabre qui est derrière. Donc on parle d'Aven, de Ducré, d'Aderma, Chlorane. Et en fait, si je parle du groupe Pierre Fabre, c'est essentiellement parce que l'ensemble de l'expertise scientifique des laboratoires, où nous, on est une entreprise de santé avant tout, nous dicte en fait dans la production du volume de notre contenu. Donc effectivement, les laboratoires Pierre Fabre, c'est un ensemble de chercheurs, de laborantins, de botanistes, de dermatos, de médecins, un centre oncopole en fait, qui est rattaché au campus médical de Toulouse. Donc un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires est vraiment porté sur le médicament, la santé et l'expertise scientifique. Et toute cette expertise-là, on l'injecte dans nos marques et dans nos produits de dermocosmétiques et personal care. Et quand on s'adresse du coup à nos patients,
on s'adresse vraiment sur des pathologies. Et c'est ces attentions aux pathologies qui dictent, comme je le disais, un peu la production et l'évolution de notre contenu, et qui a fait un énorme bond du coup, ces derniers temps pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, on a doublé, voire triplé le volume de contenu pour certaines de nos marques. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Comme je disais, le fait d'être une entreprise d'experts scientifiques, on adresse des pathologies. Et quand on est atteint d'eczéma ou d'acné sévère, on n'a pas des besoins par saisonnalité, on a vraiment des besoins toute l'année. Et les recherches de nos patients sur ces produits sont toute l'année. Donc on se doit d'avoir une communication always on, et ce qui du coup génère aussi par définition un maximum de contenu à produire. Ce sera le running gag de la journée, cette zapette. Le deuxième point, c'est effectivement cette expertise-là qu'on a. Nous, on se doit de cibler davantage nos patients, parce qu'on ne va pas s'adresser à une personne qui souffre de chute de cheveux liée à du postpartum ou liée à un cycle de vie très stressé, plus urbain. Donc là aussi, on doit adresser nos pathologies de façon différente, et donc on multiplie nos messages. Donc en plus du volume, on doit aussi mieux cibler nos différentes cibles, et on a toujours des performances en fait qui explosent dès qu'on offre du contenu affinitaire versus du contenu générique, donc c'est vraiment intégré dans notre stratégie aujourd'hui. Et enfin, l'explosion des plateformes. Les plateformes aujourd'hui nous poussent à produire du coup plus de contenu également, pour éviter la fatigue, pour être plus natif, plus créatif, pour émerger, pour créer de la désirabilité. Et donc c'est l'ensemble de ces trois points finalement qui nous poussent et qui nous obligent à être extrêmement exigeants dans la volumétrie de contenu, mais aussi sur la qualité d'exécution, on va en parler, et aussi sur la qualité du message. Donc finalement, notre défi était de pouvoir allier performance créative et scaling de la production et scaling du contenu. Et tout ça avec des problématiques que je pense qu'on partage tous. Mélanger créativité et industrialisation, ce n'est pas forcément des choses qui matchent avec l'ensemble de nos partenaires, ou en tout cas c'est difficile aussi de pouvoir identifier des partenaires qui peuvent répondre à ces deux enjeux. On travaille aussi en silo, on a des marques différentes, comme vous sûrement, qui ont des agences différentes, qui ont des process différents, qui ont des niveaux de maturité différents. Donc il fallait qu'on repense à un modèle qui puisse harmoniser tout ça. Et enfin, les ressources. Même si on a triplé notre contenu, on n'a pas triplé les ressources. Donc il fallait trouver un petit peu ça. Et en fait, on cherchait du coup ce mouton à 5 pattes. Ce mouton à 5 pattes qui puisse lier tout ça. Et en plus de l'exécution, comme je disais, faire harmoniser, faire merger un petit peu l'ensemble des processus de nos marques, et donc de rationaliser aussi nos partenaires. Donc aujourd'hui, on travaille plus sur une production d'un master qu'on va décliner à l'ensemble de nos marchés et à l'ensemble des plateformes. On cherche vraiment à fournir à nos marchés un arsenal d'assets 100% natifs digital pour pouvoir activer et pouvoir performer pendant toute leur campagne et sur les différents autres touchpoints comme le e-commerce. Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble ? Avec grand plaisir. Early 2025, something big happened. Our mission: skyrocket 7 brands to the heart of their audiences and blast away digital fatigue. DataWords and Pierre Fabre, 7 brands propelled with maximized visibility. 41 international social campaigns amplified by tailored messaging. 2,500 assets fueled by creativity and social culture. No resize into 1,000 formats. No copy-paste across channels and touchpoints. Only strategic relevance, bold creativity, and 100% in-house production. We did it, we still do, and there's much more to come. Donc on a parlé des besoins, on vous montre un petit peu le résultat. Maintenant, c'est peut-être de se parler comment on a pu en arriver là. On s'est vraiment concentré dans un premier temps, même si vous allez le voir un petit peu plus tard dans la présentation, notre content supply chain, elle est un peu plus longue que ça aujourd'hui.
mais on avait vraiment voulu se concentrer sur un peu le cœur du réacteur, qui est ce qu'on a appelé du coup la creative amplification. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu et ce dont on a parlé, parce que d'une part, c'est vraiment ce qui a drive l'enjeu business et les performances médias et tout l'investissement média en fait qui a été produit. Je fais une parenthèse. Pierre Fabre n'est pas e-commerce, donc en fait, on a apporté énormément d'investissements médias autour de l'awareness, autour des campagnes médias. Donc c'était aussi pour ça que c'était un de nos leviers principaux. Et en fait, autour, on va construire autour. On vient créer du contenu qui va pouvoir être plugué plus facilement dans cet écosystème. Et en bout de chaîne, et on en reviendra aussi, il y a toute une partie de déploiement côté marché pour que tout ce qu'on produit au global soit déployé au local avec le moins de friction possible. Mais donc, on s'est concentré avec notre partenaire DataWords sur cette première brique. Alors, on va creuser un peu le cœur du réacteur et voir comment on y est arrivé. La partie créative amplification, et ça démarre avec, je trouve, un move assez stratégique et osé de la part de Pierre Fabre. On a beaucoup de nos clients qui nous disent souvent on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, il nous faut plusieurs agences parce qu'on ne sait pas si ça va déraper à un moment ou un autre. Le choix de Pierre Fabre a été de rationaliser et de choisir une seule agence pour gérer l'intégralité. C'est-à-dire pas uniquement la partie social, pas uniquement la partie statique, pas uniquement la partie bannière. L'ensemble est rationalisé au sein d'une agence. Et ça a été presque le point de départ de la construction du modèle, qui va aussi avec en interface, côté Pierre Fabre, l'organisation que vous avez mis en place avec cette entité CPA, qui est une entité unique pour gérer le digital et qui aussi est on va dire notre référent. Donc ce n'est pas uniquement côté agence, mais c'est l'interface agence-client qui fait que le modèle va fonctionner. La deuxième approche et le deuxième point, ça a été la rationalisation. Avant même qu'on entre dans ce RFP en 2024, on a eu plusieurs mois d'échanges en amont du RFP, où on avait travaillé avec Florian même sur la définition de ce RFP, sur des points de standardisation qui étaient importants à définir dans ce RFP. Le naming des assets, la partie process, la partie outils, la partie workflow, tout ça, c'était on va dire une standardisation qui est nécessaire pour construire les fondations qui allaient fonctionner ensuite. Et on a eu de cesse, je pense, sur toute l'année 2025, au cours de la production, de travailler avec un poste qui était dédié, qui était un workflow engineer, qui n'a fait que travailler sur les process, sur la data, sur l'ensemble des éléments pour améliorer et optimiser l'ensemble de la production. Le dernier point, c'est l'orchestration. L'orchestration, elle est chère chez DataWords, c'est un point qu'on met beaucoup en avant, mais l'orchestration, elle est multiple. Et ici, l'orchestration, c'est aussi bien une orchestration des messages, une orchestration des workflows, une orchestration de l'ensemble de l'écosystème des assets. Donc, le fonctionnement est le suivant. On a cette partie stratégie qui vient de la marque, qui vient du contenu de la marque et qui vient aussi de CPA, l'entité. On va travailler sur l'engineering production qui est au centre, avec différents niveaux, vous voyez, qui sont écrits Adapt, Optimize, Native. On va vous le détailler un peu plus. Ça fait partie de cette industrialisation et de la définition, on va dire, d'une industrialisation de la créativité. On va capter des insights à la fois médias. On n'est pas agence média, mais on va travailler avec l'agence média pour comprendre leurs insights et comprendre leur plan. Et aller capter des insights aussi platform native et social native pour aller identifier des trends, pour aller identifier les contenus qui vont nourrir tout l'engineering production. Et le point qui était essentiel depuis le début, quand on a construit le modèle, c'était comment préparer au mieux pour que les pays soient prêts à déployer. Ça, c'est un peu on va dire le formatage DataWords et le côté déploiement international qui nous l'oblige. On aime ça et on prépare forcément l'ensemble de ces masters pour qu'ils soient prêts facilement à être déployés. Et c'est clé pour que les marchés puissent très facilement adapter derrière les contenus. On a un deuxième point du modèle qui est ce content gap. Si vous venez nous voir, je vous dirai souvent que vous avez certainement énormément de contenus qui sont très bons et qu'on peut exploiter. La question n'est pas de savoir quelle est la nouvelle campagne qu'il faut faire ou autre, mais plutôt de savoir qu'est-ce qui vous manque dans votre arsenal de contenu pour vraiment avoir un full funnel. Et donc, ce n'est pas forcément de toujours tout réinventer, mais c'est d'utiliser au mieux l'existant
et de venir identifier par touche, en fonction de cibles affinitaires, de cibles prioritaires, qu'est-ce qui va me manquer dans mon funnel de conversion. Et donc vous avez ici un exemple sur une campagne d'assets qui vont être placés tout au long du funnel et d'identification des gaps qu'on va avoir. Et donc ces gaps, on va pouvoir les produire, quel que soit d'ailleurs le modèle de production, ce seront des assets à produire. Je vous parlais des différents niveaux. On a ce niveau d'adaptation, c'est on va dire un niveau 1 de créativité, où on sait que ça rentre dans un flux de production qui est dédié. C'est vraiment de l'adaptation d'assets plutôt classique, je dirais. C'est du format, ça peut être du wording à la marge, ça peut être de la durée, mais on est sur un niveau 1 assez standard. On a défini un deuxième niveau, qui est celui de l'optimize. On a une matière qui est plutôt intéressante. On va l'optimiser en orchestrant des messages, en venant rajouter des messages, en venant retravailler une partie motion design ou différents éléments. Donc on a un peu plus de créativité impliquée dans ces assets et ils vont nous amener un niveau de performance sur toute une partie du funnel. Et puis on a un troisième niveau qui est le native content. Là, on va être sur des formats forcément un peu plus natifs, un peu plus craftés, un peu plus travaillés. Ce sont des formats qui sont importants parce qu'ils vont amener des boosts sur les campagnes, des boosts de visibilité, des boosts de performance. Et si vous n'avez pas ces assets natifs sur les plateformes, forcément les campagnes sont un peu moins performantes. Donc l'ensemble des productions, on a pu les catégoriser systématiquement sur ces trois niveaux. Je ne dis pas qu'ils s'appliqueront à tous. Vous avez forcément ou certainement des niveaux différents. D'ailleurs, quand on avait démarré, on avait même un quatrième niveau qui finalement a été supprimé en cours de route. Mais voilà, c'est les trois niveaux qui nous restent. Et l'ensemble des assets qu'on a pu réaliser sur l'année 2025 peuvent être cartographiés sur ces trois niveaux. En termes de résultats, ça donne quoi ? Les résultats sont très bons, forcément, sinon on ne serait pas là. Mais oui, déjà sur la performance de notre contenu, alors bon, on ne peut pas mettre l'ensemble des performances de campagne, mais on atteint des taux de réactivité, des taux de performance en fait, qui sont assez énormes parce qu'effectivement on est plus affinitaire avec notre audience, on est plus natif sur les plateformes, et donc forcément on a ce gain de performance et donc qui rentabilise aussi tout ça. Le challenge était, alors qu'on a l'impression d'avoir mis un écosystème très robuste, etc., finalement, en rationalisant et en mettant les process et en harmonisant tout le travail avec les marques, on a également fait pas mal d'économies de temps sur la production de l'ensemble de ce contenu-là. Et du coup, ça nous permet de réduire largement notre time to market, donc de 25%, et également, d'un point de vue économique, avec les différentes solutions, avec les différents niveaux de créativité, là aussi de rationaliser avec une seule agence et aussi d'avoir une volumétrie, avoir une échelle de volume, ça nous a permis également de réduire nos coûts de production. Donc c'est du 100% et c'est que le début. Ouais, et à ce stade, je pense que vous dites tous, mais où est l'IA ? Eh bien, ça arrive. Oui, il y a. Alors, déjà, dès qu'il y a des gaps de content, on commence à intégrer de l'IA sur l'ensemble de notre contenu. Maintenant, je vise toujours mal. Okay. Voilà. Ah, joli. Nous, notre content supply chain, elle est effectivement portée autour de ces 4 grandes étapes. Donc, on a vu cette creative amplification et la partie un peu localisation qui utilise là aussi des outils d'IA pour accélérer la loca. Nous, notre enjeu maintenant, c'est cette 4e brique, c'est de mettre à disposition des marchés des outils pour leur permettre eux aussi en fait, de produire du contenu. Donc ce sera forcément du contenu que nous, on va un petit peu verrouiller, qu'on va standardiser. Mais aujourd'hui, on a commencé à travailler notamment avec DataWorld sur des solutions comme ça qui pourraient permettre au marché d'aller aussi vite dans leur production de contenu que la vitesse en fait, de leurs enjeux commerciaux, notamment je pense au e-commerce. Parce que nous, côté global, forcément, il y a aussi une certaine limite de ressources et de temporalité. Donc on va venir avec des outils d'IA, et je pense que tu le présenteras aussi un petit peu dans quelques slides, pour venir déverrouiller ces flux de production qui sont un peu longs.
Et sur la première partie, c'est l'ensemble du contenu qu'on produit. Aujourd'hui, on va peut-être manquer de matière. Nous, on travaille souvent avec de la texture, avec de l'application. On a un besoin de modélisation de 3D de nos packs pour justement venir nourrir toute cette content supply chain. Donc on est en train de mettre en place progressivement des outils d'IA pour finalement déverrouiller un petit peu ces contraintes techniques de temporalité par rapport à des shootings ou par rapport à des temporalités de process. Mais sur quoi nous on s'est attardé, et ce qui était important de retenir, c'était d'abord construire le modèle, construire aussi finalement le cœur de réacteur sur lequel on va plugger l'ensemble de la content supply chain, et ensuite venir apporter des outils d'IA sur l'ensemble de ces canaux pour accélérer chaque étape. C'est vrai qu'une fois qu'on a un modèle qui est placé, venir y plugger, on va dire, ces différentes briques d'IA, c'est plus simple. On a déjà commencé, forcément, avec notamment cette partie creative variation. Donc c'est comment aller un cran plus loin sur générer plus de variations, réduire encore plus cette état de fatigue, générer forcément toujours plus de contenu. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des plateformes sociales qui ont encore franchi un cap cette année sur le nombre de contenus dont elles ont besoin pour qu'ils soient performants. Elles vont en plus, de plus en plus, on va dire, répondre à la performance sur la créativité des assets. Donc, il y a ce besoin de générer toujours plus. Pour cette génération toujours plus, sans budget qui augmente, j'ai l'impression de faire le même speech qu'il y a 10 ans, mais c'est, voilà, chaque année, j'ai l'impression qu'on passe des échelles différentes. Là, on a un KPI pour cette année qu'on se fixe entre nous, et je vise à ce qu'on aille même au-delà, qui est de réduire les coûts de production de l'ordre d'au moins 30%. C'est plutôt chose aisée parce que les modèles d'IA nous permettent d'aller vraiment très très loin aujourd'hui et que l'ensemble du modèle est setupé. Donc on vient plugger une petite brique sur ces variations. Ici, vous voyez quelques exemples sur ce qu'on fait pour d'autres. On le définit aussi à ce niveau-là, souvent en 2 niveaux. Vous avez des shoots photos, par exemple, qui existent. Et bien, on peut faire une extension, on va dire, visuelle et animée de ce shoot photo de manière très simple, très craftée, avec des workflows d'IA. Vous n'avez rien, on peut s'inspirer, imaginer et repenser à partir d'un JPEG, PNG, tout un écosystème d'assets qui vont générer vos contenus social. Derrière, il n'y a plus qu'à venir plugger les différents éléments de texte, de messages, etc. Donc, on rentre à nouveau dans des briques qui vont être mouvantes, mais qui restent dans un process global. Sur la partie déploiement international, c'est un des cœurs d'activité du groupe. Et cette partie-là, on l'a commencé déjà sur plusieurs marchés. L'idée est d'aller forcément plus loin. Comment on automatise une grande partie de ce déploiement. Alors vous voyez, il y a toujours des biais. Ça fait quelques années que je travaille sur ces sujets-là et je peux vous le dire. Un pack shot qui va être shooté au global, mais qui, dans plusieurs pays, a ou une forme, ou une étiquette, ou autre différente, c'est toujours une galère. Souvent, c'est re-shooté. C'est déjà pas nécessaire, mais on optimise aussi, on commence à automatiser l'ensemble de ces éléments. Et donc, là aussi, on orchestre l'ensemble du parcours pour que les pays n'aient plus qu'à commander et que le dernier kilomètre soit simple à gérer. Et l'étape ultime, tu l'as dit, comment on donne la main aux pays, comment on leur permet quelque part de générer eux-mêmes, c'est la création de mini-apps AI. Les outils aujourd'hui, et DataWords n'est pas éditeur de ce type d'outils, mais orchestrateur de ce type d'outils. C'est comment je vais leverager et créer des workflows qui vont fonctionner ou pour vos marchés ou pour vos équipes, garder une consistance forcément de marque, parce que ça reste clé de garder cette consistance. Et donc, comment on va orchestrer l'ensemble de ces workflows et mettre à disposition des équipes quelque chose où ils n'ont plus que la photo du produit, le digital twin à plugger, éventuellement le prix promo ou le claim, et ils ont leur visuel généré avec éventuellement 2 ou 3 variations si besoin. Tout ça sont des mini-apps qui peuvent aujourd'hui se créer de manière très simple et qu'on va derrière commencer à intégrer dans l'ensemble des flows. Donc, c'est vraiment ces fondations dont tu parlais et qui nous sont chères. Une fois que les fondations sont là, venir
intégrer des outils qui vont fonctionner dans une stratégie IA est forcément beaucoup plus simple. Alors, on peut apporter le service ou non, mais ça, c'est, on va dire, à chacun de choisir. Un mot pour conclure sur l'ensemble de... Si j'ai un mot, c'est effectivement d'abord de construire le modèle avant de s'embarquer tête baissée sur des solutions d'IA, parce qu'effectivement, on a été approché depuis quelques années par des solutions d'IA qui ont l'air de faire des miracles. Il y a quand même encore une réalité technique en fait, des IA, où tout ne peut pas se plugger l'un avec l'autre. Et je pense que c'est surtout ça sur lequel il faut faire attention. Aujourd'hui, ça commence à de mieux en mieux se connecter. Donc là où nous, on a voulu désiloter notre organisation, on ne voulait pas la resiloter à travers des outils peut-être un peu trop dépendants en termes d'IA. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler dans un premier temps sur le modèle, avec un partenaire qui s'est construit à la même vitesse que nous, avec les mêmes outils. Et maintenant, le terrain de jeu est ouvert pour venir faire accélérer tout ça avec les bons outils. Merci Florian, merci à tous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, voici le stand F2M24. On sera ravis de vous y retrouver. Merci.